L'occasion est un peu particulière ce soir puisque nous sommes le 29 mars. Et lorsqu'avec Marc nous avons envisagé de mettre en place cette conférence, nous voulions une date symbolique sur le plan du merci beaucoup monsieur, sur le plan du républicanisme français. Et en l'occurrence, le 29 mars 1880, la République française expulsait les congrégations religieuses. C'est un acte particulièrement fort. Elle expulsait les congrégations religieuses, merci beaucoup madame. Elle expulsait de l'enseignement public. On pense notamment aux réformes de Freycinet et de Ferry. Et cette expulsion des congrégations religieuses s'est faite avec l'aide de l'armée, c'est-à-dire les fusils à la main. Je le précise puisque nous entendons régulièrement dans le débat public que la laïcité fut le fruit de la concorde universelle, de discussions et de négociations. Non, la laïcité en France n'a jamais été le fruit de négociations. Ça a toujours été un combat, et un combat mené au besoin, l'épée à la main. Tout ceci pour amener de fait deux éléments de réflexion. Le premier, c'est que le catholicisme n'a pas du tout été un partenaire de l'idéal laïque et du combat laïque, idée qui est pourtant très largement répandue à droite, au centre et à gauche. Le deuxième élément de réflexion, c'est que dans la mesure où il n'a pas du tout été question de négociation avec le catholicisme et les catholiques, il n'y a pas lieu d'entrer dans une quelconque négociation avec l'islam et les musulmans aujourd'hui. L'islam n'a pas bénéficié d'un traitement de faveur par rapport aux autres cultes. Est-il nécessaire de rappeler qu'il y a eu d'autres cultes en France que le catholicisme, notamment le judaïsme, le protestantisme, et que la question laïque et du rapport politique et religion a toujours en fait traversé notre histoire. Également repréciser qu'historiquement, cette idée laïque, ce combat laïque et pour la laïcité, a toujours fait, au moins jusque dans les années 80, consensus au sein de tous les courants républicains. Au XIXe siècle, par exemple, les courants républicains dits opportunistes, qui sont d'une certaine manière les ancêtres ou les courants de la droite républicaine, et je pense à des personnages comme Jules Ferry ou Gambetta, qui ne sont pas issus d'une tradition de gauche, et j'y reviendrai, autant que les républicains radicaux, et on pense notamment à des gens comme Clémenceau, ou par la suite au courant socialiste avec Jaurès. Aussi, je souhaite dédier ce soir cette conférence à mes collègues Samuel Paty et Dominique Bernard, assassinés par des terroristes fanatiques au nom de l'islam, et à l'heure où un grand écrivain, une grande plume de la liberté, de l'autre côté de la Méditerranée, M. Boualem Sansal, qui nous rappelle que l'esprit de liberté et l'esprit républicain transcendent en fait les frontières, et aujourd'hui détenu arbitrairement dans les geôles d'un régime totalitaire, pas simplement parce qu'il a exprimé une opinion, mais parce qu'il a exprimé ou rappelé une réalité historique. Je souhaite également avoir une pensée pour lui, que nous ayons une pensée pour lui, et je dédie également cette conférence à Boualem Sansal. J'ai eu un bref échange avec M. Arnaud Benedetti, qui est l'un des responsables du comité de soutien à Boualem, et qui nous remercie du coup pour ce geste qui n'est que symbolique, mais qui compte quand même dans la situation actuelle. Alors, ces préalables faits, je vais m'évertuer à être le plus historien possible et le moins militant possible au cours de cette intervention. Donc je vais vraiment rester sur du factuel, et de temps à autre, il est probable que je glisse. Voilà, je vous remercie. Donc, pour introduire le sujet, comme on nous l'a appris à l'époque où nous faisions des rédactions puis des dissertations, il faut définir les termes du sujet. Le mot de république est fréquemment utilisé, notamment ces dernières années, mais il est généralement vidé de sa substance. C'est-à-dire qu'il faut bien reprendre en compte le fait que la République, c'est un principe politique
et ce n'est pas simplement un principe de droit, ce n'est pas un simple modèle juridique limité à une organisation administrative et de droit, à des règles de droit. Je rappelle d'ailleurs que les règles de droit, voire, je vais être un peu provocateur ce soir, l'état de droit, précèdent en France et la République et la démocratie. La République française n'a pas inventé l'état de droit. Par ailleurs, dans l'inconscient collectif, et notamment pour nous Français, la République renvoie à un régime sans roi. La République est le contraire de monarchie. C'est comme ça que nous l'entendons. Effectivement, aujourd'hui, en réalité, c'est inexact dans le sens où cela ne fut pas toujours le cas. Et nous avons même des exemples de confusion de république et de monarchie. Donc en fait, le terme est un piège, le terme est polysémique, et ce sera notre axe d'attaque ce soir, c'est que le terme de république n'est pas nécessairement synonyme de démocratie. Là aussi, pour nous, en France, nous associons république à démocratie, et ce ne fut pas toujours le cas, et ce n'est d'ailleurs pas toujours le cas dans l'histoire de l'humanité. Pensons aujourd'hui à la République populaire de Chine, elle est probablement républicaine, certainement chinoise. Je ne suis pas certain qu'elle soit populaire au sens de démocratie ou même au sens sociologique du terme. Pour autant, la République a une histoire, une longue histoire, et elle a différents visages, depuis l'Antiquité. Elle a sa mystique, et j'insiste là-dessus, la République a sa mystique. La République a son caractère sacré. Je n'ai pas dit divin. La République a son caractère sacré, y compris en France, et peut-être même en France plus qu'ailleurs. C'est une organisation politique, une organisation de l'exercice du pouvoir, une perception de l'exercice du pouvoir, de l'élaboration de la loi. Et nous allons nous demander si, effectivement, dans quelle mesure, en tout cas, elle peut être démocratique. Entendons-nous bien, par démocratie, j'entends démos, le peuple, et kratos, le pouvoir, mais aussi kraiton, celui qui commande. Pas simplement celui qui a le pouvoir, celui qui a le pouvoir de commander. Entendons-nous également sur le fait que la res publica, la chose publique, la res publica est par définition différente de la res privata. Je me suis évertué à expliquer ça à des militants de l'Action française. Oui, je parle avec tout le monde. Hein. J'ai des amis de très 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 à gauche, qui sont de plus en plus minoritaires ces derniers temps, à vraiment très 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 à droite. Et c'est vrai qu'ils voient la République comme une espèce d'individualisme décérébré. Donc je leur ai expliqué que non, en fait, la République, la res publica, c'était l'inverse de la res privata. Donc je vais ce soir essayer de retracer un fil depuis la République des Anciens, les Républiques des Anciens, évoquer très furtivement les Républiques italiennes, mais surtout la monarchie française, à bien des égards conçue comme une république, et la République française depuis la Révolution. Enfin, j'essaierai de vous convaincre que nous vivons en monarchie. Je répète, je vais essayer de vous convaincre que nous vivons en monarchie. Et si nous en avons le temps, et peut-être dans le débat, j'essaierai de vous expliquer pourquoi, de mon point de vue, alors je vais le dire sans jugement de valeur aucun, vraiment en termes d'analyse politique, pourquoi de mon point de vue le macronisme est un accident politique. J'insiste, sans jugement de valeur. En quoi, de mon point de vue, c'est un concours de circonstances, et en quoi, de mon point de vue toujours, je pense plus dans le cadre du débat, le macronisme n'est pas un centrisme. N'est pas un centrisme. Je ne pense pas, je peux me tromper, j'essaierai éventuellement de le démontrer, mais et j'insiste pas sur un ton militant, en quoi, de mon point de vue, Emmanuel Macron n'incarne pas le centre au sens où il y a une histoire du centre en France. D'ailleurs, cette histoire de centre est tout à fait relative. J'ai oublié de dire qu'il y avait des bonapartistes ici ce soir. Le bonapartisme n'est-il pas une forme de centrisme? Point d'interrogation. Voilà, après cette introduction, je vais essayer de ne pas être soporifique et nous allons rentrer dans le vif du sujet en évoquant l'héritage antique. Donc, la République, les républiques, le modèle républicain, entendu comme exercice collégial du pouvoir, tiens, c'est une première notion intéressante, existe depuis l'Antiquité. Les philosophes du XVIIIe siècle, qui étaient complètement imprégnés en fait de l'histoire antique et des classiques, des philosophes de l'Antiquité comme Mably par exemple, parlaient des républiques, des Grecs et des Romains.
Alors il faisait surtout allusion à la démocratie athénienne et à la République romaine, et en sachant que déjà entre les deux, il y a des différences importantes. Je vais très peu insister sur le cas grec, d'autant que je ne suis pas un spécialiste d'histoire antique, mais la démocratie athénienne naît d'une crise politique. Là, c'est aussi intéressant de rappeler qu'une démocratie, généralement, ne vient pas de manière pacifique. La démocratie est toujours le fruit d'un combat, la République aussi, et un combat qui est d'ailleurs souvent mené dans le sang. Donc en fait, il y a eu des crises politiques au 7e, 6e siècle à Athènes, des crises politiques qu'on appelle stasis, et qui résultent de différents éléments, notamment l'esclavage pour dette. Un citoyen, par exemple, un sujet qui ne pouvait plus payer ses dettes, pour dédommager ses créanciers, du coup, devenait esclave. Il y a des contestations en ville des pouvoirs aristocratiques par les artisans ou les armateurs. Et ceci amène des premières réformes au 7e siècle, les réformes de Dracone, qui a commencé à mettre en place en fait des éléments judiciaires pour soustraire les criminels à la loi des clans, disons de manière un peu rapide, soustraire en fait les criminels à la vengeance, et en établissant des lois sévères. Donc ça, c'est Dracone qui les met en place, des lois sévères, ce qui nous donne l'adjectif draconien. Merci, je vois que vous suivez. Et évidemment, à partir de ce moment-là, le fil de l'histoire, alors pas de manière téléologique, c'est-à-dire que le fil historique n'est pas nécessairement une suite de cause à effet, mais effectivement, des choses ont commencé à se mettre en place, et on va avoir au siècle suivant les réformes de Solon notamment, des réformes constitutionnelles. Il va mettre en place l'interdiction de l'esclavage pour dette. Il va créer le tribunal populaire, les liés. Mais le système politique est un système censitaire. Donc on n'est pas encore sur la démocratie, et les magistratures les plus importantes restent tenues à ce moment-là encore par l'aristocratie grecque. Il faut attendre en fait la fin du VIe siècle et les réformes de Clisthène pour qu'on voit un élargissement de la boulée, donc disons furtivement l'équivalent du Sénat, et pour que le peuple athénien, et je précise athénien, puisse commencer à participer plus activement aux décisions politiques. Je le précise parce que souvent on parle, un peu comme Mably, des républiques des Grecs, et j'ai corrigé certains des étudiants sur un devoir qu'ils ont eu à faire récemment à Nice. Ils parlaient des républiques grecques comme étant démocratiques. Alors, Athènes était une démocratie, alors on a éventuellement le cas de Rhodes, mais par exemple, je ne suis pas certain qu'on puisse parler de Thèbes comme étant une démocratie. Donc effectivement, on a un fil qui est très progressif, qui commence à avoir des ouvertures, disons, populaires, mais il faut attendre vraiment le 5e siècle pour que la démocratie athénienne s'installe comme on la connaît, et on pense notamment évidemment à l'exercice du pouvoir par Périclès, qui domine quasiment 30 ans de vie politique athénienne. Périclès qui va s'appuyer sur le peuple, et notamment pour contrer un peu les pouvoirs qui étaient détenus par l'aréopage. Aréopage, ça vient d'Arès, le dieu de la guerre, et notamment la mise en place d'un mistos, c'est-à-dire une indemnité pour permettre aux citoyens de participer à la vie politique, puisqu'évidemment l'exercice politique et l'exercice démocratique engagent un investissement de temps au détriment évidemment de sa situation professionnelle. Là aussi, c'est un élément de nuance important, c'est que si les citoyens athéniens, donc ceux qui ont le statut de citoyen athénien, participent effectivement à l'exercice du pouvoir, le pêcheur du coin, passez-moi l'expression, ne devient pas stratège. Il faut se souvenir que quand on a une magistrature importante dans l'Antiquité, en Grèce comme à Rome d'ailleurs, on est tenu à des fonctions d'évergétisme, c'est-à-dire qu'on va financer les travaux publics ou des jeux ou autres sur ses deniers personnels, ce qui engage d'avoir un certain niveau de richesse. Donc, cet idéal démocratique, ces principes démocratiques où le peuple prend une part active dans l'exercice du pouvoir, dans le contrôle du pouvoir,
pour l'élection des magistrats, l'élaboration de la loi donc arrive au 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes. Nous avons des éléments de réflexion avec la philosophie de Platon, notamment dans la République. Platon fait en fait rédige un dialogue entre Socrate et différents interlocuteurs au IVe siècle avant notre ère. Et ce qui est intéressant dans la République de Platon, c'est qu'il décrit quelque chose au-delà du monde sensible. En fait, il décrit un monde intelligible, celui des idées. D'ailleurs, nous avons hérité de la Grèce antique. Je le précise parce que quand on discute avec des gens qui sont tenants d'une tradition, disons rapidement, d'une droite contre-révolutionnaire, on a parfois la sensation qu'il n'y a pas d'histoire de l'Europe avant le christianisme, qui, je le rappelle, est une religion orientale. Ils ont leur miroir, hein, c'est-à-dire que de l'autre côté, à l'extrême gauche, parfois on se demande s'il y a une histoire avant la Révolution française. Je le dis en étant un farouche partisan de la Révolution française, y compris des périodes les plus sombres. Nous aurons l'occasion de nous disputer. Donc, dans cette... ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, nous tenons des Grecs cette idée de logos, de raisonnement rationnel, de réflexion critique, au-delà du dogme ou de la croyance. Et donc, dans le livre 2 de la République, Glaucon, qui est un des interlocuteurs de Platon, soutient que personne n'est juste volontairement, mais que l'on est juste uniquement par la contrainte. On n'est juste que par la contrainte, par la peur, en fait, de la sanction. Et Socrate, lui, fonde l'idée de justice sur la légitimité de la justice dans la cité. La justice est l'excellence de l'âme. Je ne tranche pas sur qui avait raison ou tort. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Platon, dans sa République, établit en fait un certain nombre de principes, en fait 4 vertus cardinales, la tempérance, la sagesse, le courage. Mais je voudrais insister sur le fait qu'il ne promeut pas la démocratie. D'ailleurs, les philosophes grecs n'étaient pas franchement des promoteurs de la démocratie. Et cette idée, elle est perceptible notamment dans l'image de la caverne, dans l'allégorie de la caverne. Vous savez, on a dans la République ces hommes qui sont enchaînés au fond d'une grotte, qui sont dos à la caverne et qui ne voient le monde extérieur que par les ombres portées sur le fond de la grotte et qui pensent que ces ombres sont la réalité, alors qu'en fait elle n'est qu'une projection de la réalité, elle n'est qu'une projection du réel. Et il y a dans cette allégorie-là l'idée d'un monde obscur, d'un monde des ténèbres, qui est celui de l'ignorance et qui nous fait adhérer à des idées ou des croyances, mais uniquement à partir d'une perception. Alors que la connaissance, le savoir, le monde de la lumière, si je puis dire, nécessite effectivement connaissance, réflexion, expérience sensible. Tout cela pour dire que, je dessine à grands traits, la démocratie, pour être une réalité, nécessite une instruction. 3 petits points. Je reviendrai là-dessus plus tard. Mais je reste sur cette idée de vertu. Et je vais faire un très grand bond en avant, toujours en restant dans l'Antiquité, pour parler de la République romaine. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, là où Platon parle de 4 vertus, et de vertus pour exercer la République, eh bien effectivement, on a ce principe-là dans l'exercice, dans l'idéal républicain de la Rome antique. Alors, rappelons-nous que Rome fut fondée comme une monarchie et que la République romaine arrive plus de 2 siècles après, en 509 avant Jésus-Christ. C'est le moment où Tarquin le Superbe, alors le superbe, il faut entendre l'arrogant, hein, en fait, celui qui avait un exercice despotique du pouvoir, est chassé du pouvoir, il est chassé de Rome, il est renversé. Alors, je ne dirais pas par une révolution pour ne pas brouiller en fait les images que l'on a,
mais disons par l'aristocratie des grandes familles romaines, les patriciens. Et cette aristocratie est menée par Lucius Junius Brutus. Il aura un autre descendant célèbre. Et donc, dès son origine, en fait, la République à Rome est synonyme de liberté. La question est de savoir si c'est la liberté pour tous. 3 points de suspension. Effectivement, l'idée des républicains qui renversent Tarquin, c'est de sacrifier l'intérêt général, et c'est en ça qu'on va parler de vertu, sacrifier son intérêt personnel, là c'est intéressant, pour l'intérêt général. La res publica est le contraire de la res privata. Et donc, effectivement, cette république se met en place, mais elle est fragile. Et en 507 avant Jésus-Christ, donc 2 ans après avoir été renversé, Tarquin espère reprendre le pouvoir. Et il est soutenu par un roi étrusque, Porcena, de Clusium, c'est Chiusi aujourd'hui, en Toscane, qui marche sur Rome. Il marche sur Rome, il établit le siège et il veut rétablir les Tarquins. Et il se trouve que le siège tenant, la population romaine commence à être affamée. Et un jeune noble, Caius Mucius, se porte volontaire pour aller assassiner Porcena, donc le roi qui tient le siège de Rome. Et il obtient le consentement du Sénat. Donc un Sénat s'est établi avec cette république, et donc les sénateurs détiennent le pouvoir législatif, qui est le cœur du pouvoir à Rome, et qui est le cœur du pouvoir dans une république. Je répète, dans une république, le cœur du pouvoir, le centre du pouvoir, c'est le législatif, pas l'exécutif. Ça s'appelle la monarchie. 3 points de suspension. Bref, Caius obtient l'autorisation du Sénat d'assassiner Porcena. Malheureusement pour lui, il assassine le secrétaire du roi qu'il a pris pour Porcena. Il est arrêté par les soldats de Porcena et Mucius est interrogé par le roi en personne. Et Mucius lui dit « Je suis venu pour te tuer ». Et selon Tite-Live, il explique, donc c'est Tite-Live qui nous rapporte ça avec beaucoup d'emphase, « Je suis citoyen romain. On m'appelle Caius Mucius. Ennemi, j'ai voulu tuer un ennemi et je ne suis pas moins prêt à recevoir la mort que je ne l'étais à la donner. Agir et souffrir en homme de cœur est le propre d'un Romain. Et je ne suis pas le seul que ces sentiments animent. Beaucoup d'autres après moi aspirent au même honneur. Apprête-toi donc, si tu crois devoir le faire, à combattre pour ta vie à chaque heure du jour. » Vous imaginez comment Porcena reçoit la chose. Toujours selon Tite-Live, Mucius dit « Tu rencontreras un poignard et un ennemi jusque sous le vestibule de ton palais. Cette guerre, c'est la genèse de Rome, c'est nous qui te la déclarons. » Porcena, de fait, face à une telle charge insolente, veut faire torturer le jeune Mucius. Et selon Tite-Live, Mucius voit un brasier dans la tente de Porcena. Il s'en approche, on vient de lui dire qu'on allait le torturer. Et il met sa main droite, selon Tite-Live, au-dessus du brasier. Donc il brûle sa main. Et Mucius, en regardant Porcena, Mucius en train de se brûler la main, lui dit « Vois combien le corps est peu de choses pour ceux qui n'ont en vue que la gloire. » Porcena, impressionné, ordonne la libération de Mucius, qui ne s'arrête pas là et qui lui dit, toujours selon Tite-Live, 300 jeunes romains sont prêts à te tuer. Donc, Porcena lève le siège et Mucius gagne le surnom de Scaevola, ce qui signifie le gaucher. Alors là, selon les historiens romains, il aurait mis sa main dans le brasier, bien entendu pour impressionner Porcena, mais aussi parce que la main droite, celle qui tenait le poignard, avait manqué à sa mission. Donc il y a une dimension sacrificielle. Comment ça? Ça précède le christianisme. Incroyable.
Alors, il faut entendre que dans cette idée de vertu, il y a autre chose. Ce qui est porté ici, c'est le patriotisme. Il paraît que c'est un gros mot. Pardon, j'ai dit que je devais rester factuel. Donc les principes de la République romaine vont être la vertu, nous allons beaucoup insister sur cette notion ce soir, mais également la dignitas, donc la dignité, la libertas, du noble. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est est-ce que cette liberté vaut pour tous les Romains ? Ce qui est important à comprendre, et notamment avec cette image spectaculaire de Mucius, mais d'autres qui courent toute l'histoire romaine, c'est que le citoyen romain qui combat pour la liberté, de la même manière que le citoyen athénien, je n'ai pas précisé, mais avait obligation du service militaire. Le citoyen athénien devait en fait servir la ville au combat, la cité. Donc, de fait, être citoyen engage des droits et des devoirs. Pas des droits ou des devoirs, pas des droits au détriment des devoirs, là on est un consommateur, pas des devoirs au détriment des droits, là on est un sujet, des droits et des devoirs. Et donc selon Tacite, Lucius Brutus fonda la liberté et le consulat, et j'insiste, cette liberté à laquelle il fait allusion, oui c'est celle des citoyens, mais c'est avant tout la liberté des nobles, puisque la République romaine est une oligarchie. La République romaine n'est pas une démocratie. Il y a effectivement un exercice collégial du pouvoir, mais il y a un fonctionnement censitaire, donc sur des critères de fortune. Mais la République romaine n'est pas une démocratie. Et la République romaine, au fil de son histoire, ne serait jamais une démocratie. Même si, évidemment, il y eut des gens qui tentèrent des réformes que nous qualifierions, nous, aujourd'hui, de manière un peu anachronique, sociale. On pense aux Gracques, notamment, autour du partage des terres. On pense aussi à Marius, qui a combattu pas très loin d'ici, et dont la victoire aurait donné le nom à la montagne de Victoire, la Sainte Victoire. Je vous rappelle qu'Aix est la première ville romaine de notre beau pays. C'est la première ville que les Romains ont construite dans ce qui est aujourd'hui la France. C'est un beau patrimoine à mettre en valeur. Je ferme la parenthèse. Alors pour autant, cette république qui s'était montée en opposition à la monarchie et pour fonder la liberté, pensa l'exception pour sa sauvegarde. La République romaine a pensé, s'est posé la question, mais si jamais nous avions à affronter une menace existentielle, le modèle républicain, le cadre du droit commun, serait-il suffisant pour nous sauver ? Les républicains romains, les citoyens romains, n'étant pas des adolescents, étant des gens responsables et réfléchis, se sont dit évidemment non. Donc il nous faut penser le cadre du droit en dehors du commun. Et donc les Romains envisagèrent une magistrature légale, donc prévue par le droit, une magistrature républicaine, qui s'appelle la dictature. Pour nous, la dictature, c'est la tyrannie. Donc pour les Romains, la dictature, ce n'est pas la tyrannie. Les Romains avaient une sainte horreur de la tyrannie, toute oligarques qu'ils étaient. Ils ont pensé la dictature. Donc la dictature, c'était une magistrature exceptionnelle qui consistait, en cas de crise d'une exceptionnelle gravité, où l'État était en danger, de remettre sur une période donnée, 6 mois, la totalité des pouvoirs à un homme, un seul, un dictateur, qui avait charge de régler la situation et de prendre les mesures exceptionnelles, quitte à sortir du droit commun, pour régler cette problématique-là. Évidemment, il y a un risque. Et de fait, le Sénat conservait une mission de vigilance et de contrôle sur l'exercice du pouvoir par le dictateur, qui, au bout de 6 mois, devait rendre compte en fait, des avancées de sa mission. Et au bout de 6 mois, si la crise n'était pas réglée, on pouvait renouveler les pouvoirs au dictateur
ou les lui retirer. Mais on n'allait pas au-delà d'un an, ce qui était déjà beaucoup. J'ouvre la parenthèse, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai expliqué que le Sénat était le cœur du pouvoir à Rome, le pouvoir législatif, mais il y avait quand même un pouvoir exécutif, le consulat. Les consuls, ils étaient deux. Comme ça, on limitait le risque de prise du pouvoir par un seul. Quand un seul a le pouvoir, je répète, ça s'appelle le président, ça s'appelle le monarque, le roi. Donc là, en fait, il y a un double contrôle. Les deux consuls, théoriquement, peuvent se contrebalancer. Ils sont de toute façon contrôlés par le Sénat, qui est le cœur du pouvoir, et leur pouvoir est limité dans le temps, puisque les consuls, au bout d'un an, rendent leur mandat. Et puis pour être sûr qu'ils ne conservassent pas une forme de pouvoir, on leur dit partez loin. Allez, par exemple, tiens César, prendre un proconsulat, vous allez gérer une administration, une province, la Gaule transalpine, disons le grand sud-est de la France par exemple. Donc les Romains avaient vraiment cette sainte horreur de la monarchie. Et pourtant, ils ont pensé cette dictature. Alors on a quelques exemples dans l'histoire. On a notamment Cincinnatus qui retournerait à son champ après avoir rempli sa mission. Ou un exemple un peu plus connu, Fabius Cunctator, dit le temporisateur. Donc là on est au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est le moment où Hannibal Barca, un général carthaginois, donc dans l'actuelle Tunisie, à l'occasion de la deuxième guerre punique, met Rome en danger imminent. C'est une guerre qui va durer une vingtaine d'années, une guerre au cours de laquelle la République romaine a failli disparaître. D'ailleurs, on se demande pourquoi Hannibal ne prend pas Rome, parce qu'il arrive devant Rome et il ne veut pas prendre Rome. Bonne question. Et là, on pourrait faire de l'Uchronie. Et effectivement, Hannibal, qui passe par l'Espagne, le sud de la Gaule, qui traverse les Alpes avec des éléphants, qui redescend l'Italie, tout donc dans le but de rééquilibrer probablement le rapport de force avec Rome, remporte systématiquement toutes ces batailles, jusqu'à la fameuse Cannes. Alors Cannes, pas Cannes chez nous. D'ailleurs, quand vous allez en Italie, vous avez Canne di la Battaglia, Cannes de la bataille. Et donc ça, c'est en 216 avant Jésus-Christ, si je ne dis pas de bêtises. Et Fabius Cunctator est dit le temporisateur parce qu'il explique non, pas de confrontation directe avec Hannibal. Pas de confrontation directe avec Hannibal. Pas parce qu'on essaierait de négocier avec quelqu'un, avec un espèce de tyran de l'autre côté de la Méditerranée. Pardon, j'ai dit que je devais rester le plus factuel possible. Non, parce que simplement, Fabius a compris que les armées carthaginoises, à ce moment-là, étaient plus puissantes que les armées romaines. Et que la confrontation directe était systématiquement vouée à l'échec. Et ça lui a permis d'éprouver la fidélité des cités italiennes, parce que les cités italiennes sont toutes restées fidèles à Rome. Elles n'ont pas servi Hannibal. Et que se passe-t-il finalement? Comme quoi la dictature, c'est pas mal en circonstances exceptionnelles. C'est que Scipion, un jeune général romain, au moment opportun, va à Carthage et Hannibal est contraint de traverser de nouveau la Méditerranée et il est battu à Zama en 202 avant Jésus-Christ. Et alors qu'il avait pendant plusieurs années infligé des défaites considérables aux armées romaines, lui, en une défaite, est définitivement battu. Et Rome l'emporte. Ça rappelle des aspirations. Ce qui donnera à Scipion le surnom de l'Africain. Scipion l'Africain, puisqu'il a remporté une bataille importante du coup sur le continent africain. Je ferme la parenthèse carthaginoise pour dire que alors, Fabius meurt avant l'épilogue, mais que pour les Romains, voilà, c'était une évidence qu'en cas de crise existentielle, il était nécessaire
de repenser le cadre du droit commun qui était bien entendu envisagé comme une privation des libertés, momentanée, contrôlée, mais nécessaire. Bien entendu, ça s'est mal terminé pour eux, puisque un dictateur finit par ne pas rendre le pouvoir. Mais la situation politique à Rome a changé, c'est-à-dire que Rome n'est plus simplement une cité avec quelques provinces autour de l'Italie. Rome, au 1er siècle avant Jésus-Christ, est déjà, bien que républicaine, un empire territorial. Et les généraux romains ont compris qu'on ne pouvait pas gouverner un empire comme on avait jusque-là gouverné une cité. Et vous connaissez l'affrontement entre Pompée et César finit effectivement par obtenir la dictature plusieurs fois d'affilée, puis la dictature à vie, et Jules César est assassiné par les républicains. Et dans l'historiographie classique, dans l'imaginaire collectif, jusque dans la Révolution française, on assimile César aux tyrans et les tyrannicides, les césaricides, ceux qui ont tué César, comme les vertueux républicains qui ont sauvé la liberté. Or, il faut quand même bien le préciser, c'est que César, nous avons fait avec Romain Invicta une vidéo que je vous encourage à regarder si ce n'est pas encore fait. Jules César, le dictateur démocrate, c'est que César, bien qu'ayant un exercice despotique du pouvoir, a effectivement mené ce que l'on appellerait nous aujourd'hui des réformes populaires ou sociales. Il a élargi le nombre de sénateurs, il a fait rentrer des Gaulois au Sénat, il a donné des terres, il a donné du travail à des travailleurs romains, l'essentiel du travail étant occupé par des esclaves à ce moment-là. Et cet homme-là, qui concentrait tous les pouvoirs, était très populaire. Et César voulait en fait, dans les faits, rétablir la monarchie. Donc les républicains qui assassinent César, en fait, sont soucieux de protéger leur liberté et leurs privilèges de nobles. Ce ne sont pas des démocrates qui ont tué César. Et ils n'étaient pas réellement soucieux du sort du peuple à ce moment-là. Donc César est assassiné par des oligarques. Je finis le chapitre antique pour préciser que le neveu de César, Jules César, je le précise ou je le répète ou je vous l'apprends, Jules César n'a jamais, il faut le mettre en capital d'imprimerie, Jules César n'a jamais été empereur. Donc le neveu de César, Octave ou Octavien, réussit là où son oncle et père adoptif, puisque César l'avait adopté par testament, avait échoué. C'est-à-dire qu'une fois César débarrassé de Marc-Antoine et de Cléopâtre, après sa victoire à Actium, en 31, Octave obtient du Sénat le titre d'Augustus. C'est-à-dire, nous on traduit par Auguste en anglais, août, le mois d'août, en fait c'est le nom d'Auguste, comme juillet c'est Julius, c'est Jules, c'est le nom de César. Donc le Sénat le nomme Auguste, très sacré, et s'établit ce qu'on va appeler le Principat. Donc Auguste est le princeps, le premier des sénateurs. Il devient le premier empereur romain, et dans les faits, il a rétabli la monarchie. Je dis dans les faits, pourquoi ? Parce que officiellement, l'Empire romain est une continuation de la République. Les Romains ne parlent pas d'un coup d'un changement de régime. D'ailleurs, on continue à nommer aux magistratures républicaines. Et selon Tacite, je vais vous citer Tacite, quand Auguste eut séduit les soldats par des dons généreux. Ça va te rappeler quelque chose, monsieur le président. Quand Auguste eut séduit les soldats par des dons généreux, le peuple par des distributions de blé, tout le monde par les douceurs de la paix, il commença à s'élever et à attirer à lui l'autorité du Sénat et des magistrats. Donc en fait, il supprime la liberté, dirait-on, pour, dans les faits, rétablir la monarchie. On a conservé les apparences républicaines, on conserve un fonctionnement républicain, parce qu'il y a toujours un Sénat, et il y aura toujours des rapports de force ou de rivalité à Rome entre l'empereur et le Sénat, qui seront plus ou moins bons en fonction du temps. Et d'ailleurs, dans la mémoire collective, un mauvais empereur, c'est un empereur qui a eu de mauvais rapports avec le Sénat. Exemple, Néron.
Je ferme la parenthèse. Alors cette confusion amène notre deuxième chapitre, c'est la monarchie est-elle une république? Et je pose la question tout à fait sérieusement. Est-ce que la monarchie, au final, n'est pas une république? Ou est-ce qu'il y a une vraie distinction entre monarchie et république? Alors, le Moyen-Âge, c'est un terme péjoratif qui est d'ailleurs fortement contesté par les historiens médiévistes. Il est effectivement caractérisé par des changements. Je vous en prie, merci à vous. Il est caractérisé par des changements importants par rapport à la période précédente. Et disons que pour ce qui concerne l'histoire d'une partie de l'Europe, et notamment de la France actuelle, l'aristocratie franque, celle des Francs, donc franc qui va donner les termes franci ou francia, France, français, franc veut dire libre. Donc cette aristocratie franque prend le pouvoir. Childéric, par exemple, qui est le père de Clovis, est en fait un gouverneur des Gaules, un gouverneur pour les Romains, un gouverneur des Gaules. Je vous invite à consulter ou les ouvrages ou les conférences d'un historien de la Sorbonne, de Nanterre, qui s'appelle Bruno Dumézil. C'est un historien passionnant et en plus il y a beaucoup d'humour, une approche très érudite et qui a notamment travaillé sur le fait que les barbares et les barbares qui ont finalement pris Rome étaient des barbares romanisés. Par exemple, Alaric, qui fait le sacre de Rome, est en fait un barbare au service de Rome et qui veut entamer un rapport de force avec l'empereur pour renégocier son fédus. Et l'empereur, qui à ce moment-là est dans sa résidence, pas sa capitale impériale, Rome est toujours restée la capitale impériale, de sa résidence impériale à Ravenne, sacrifie sa capitale, mais ne renégocie rien. Le Stylicon, au IIe siècle avant Jésus-Christ, est un général barbare qui sert les armées romaines et qui sauve l'Empire romain à ce moment-là. Celui qu'on appelle Aetius, le dernier des Romains, qui repousse Attila à la bataille des champs cataloniques. Je ne sais pas si vous avez vu le film Attila, le fléau de Dieu, avec Anthony Quinn. Non, vous ne l'avez pas vu? Il y a longtemps? Moi aussi, il y a longtemps. C'est une œuvre de falsification historique. Donc la fin du film, Hannibal, c'est Hannibal qui remporte cette bataille-là, et puis qui arrive, qui est arrêté par le pape, qui lui dit 3 mots dont on ne sait rien, qui repart, qui rebrousse chemin, et d'ailleurs le film finit par une grande croix dans le ciel. Bon, en fait non, Hannibal a subi une défaite cinglante, il a été contraint de faire demi-tour, et Aetius, qui commande les armées romaines, commande en fait une armée coalisée, c'est-à-dire qu'il a des Romains et il a également des barbares coalisés qui eux-mêmes fuient les Huns à ce moment-là. Et donc effectivement, il y a bien entendu des pressions barbares, mais nombre de ces barbares sont romanisés et sont au service de l'Empire. Et tout ça pour vous dire que cette aristocratie franque qui va gouverner en Gaule, a priori n'est pas en rupture initialement avec la République ou l'Empire romain. Donc je ne vais pas rentrer là dans les débats, est-ce qu'il y a eu usurpation ou non de cette aristocratie franque qui aurait mis fin à l'Imperium Romanorum, mais toujours est-il que le lien est direct et que le projet de la monarchie française a toujours été, d'une certaine manière, de rétablir un peu de cet empire romain, au moins d'Occident. Et il ne vous aura pas échappé que Charlemagne, par exemple, qui est à la fois un souverain pour les Français aujourd'hui dans l'historiographie et dans nos imaginaires et les Allemands, est empereur d'Occident. Et avec cette idée de rétablir l'empire d'Occident, du moins une partie. Et on va voir effectivement de nombreux rois français, rois de France, se représenter en généraux romains. Que fait François Ier si ce n'est Jules César à l'envers? Alors qu'il part de France pour faire les conquêtes d'Italie. Avant lui, Louis XI. Il y a un rêve italien des rois français, notamment autour du duché de Milan. Mais il y a toujours eu cette idée de perpétuation de Rome, d'une Rome christianisée, certes,
puisque depuis Clovis, la monarchie française s'est appuyée sur l'Église, et que cette Église a participé à la construction du royaume, évidemment, mais il y a une perpétuation de cette idée romaine. Et ce Moyen-Âge va être traversé par des luttes quasi incessantes entre, enfin je dis le Moyen-Âge, mais également l'histoire romaine jusqu'à la Révolution, luttes quasi incessantes entre l'aristocratie, la noblesse si vous préférez, et la monarchie française. Ce sont souvent des choses que j'explique aux militants de l'Action française que je connais. Alors je le répète, je ne suis pas militant à l'Action française, et l'Action française c'est à peu près tout l'inverse de ce que je pense être nécessaire pour le pays. Mais en tout cas, quand je discute avec eux, contrairement aux militants de LFI, ils ne me traitent pas de fascistes, voilà, de néo-nazis ou que sais-je encore. Je ferme. Oui, d'ailleurs, on se demande où ils sont aujourd'hui. Nous aurons l'occasion d'en rediscuter. Donc, j'essaie de leur expliquer ça, c'est-à-dire que non, le roi de France n'a jamais été en fait quelqu'un d'incontesté, y compris par son aristocratie. Et je leur rappelle par exemple que Louis XIII a été en guerre avec sa mère. Quand je dis en guerre, c'est-à-dire avec des soldats, des chevaux, des épées, des fusils, voilà. Bref, pardon, je m'égare, j'ai dit qu'il fallait rester factuel. Et donc effectivement, on va voir s'opérer des luttes incessantes de pouvoir entre la monarchie et la noblesse française. Et c'est très directement lié à l'idée de république. Alors, il est important de se plonger dans les sources et de regarder ce que disent les sources de l'autre côté des Alpes, par exemple. Et en fait, avant déjà la Renaissance, et d'autant plus dans les premiers temps de la modernité, donc au XVIe siècle en France, les observateurs européens soulignent l'énorme puissance de l'aristocratie française en comparaison aux autres noblesses en Europe. On a notamment de Seyssel, qui est archevêque, c'est un Savoyard, archevêque de Turin, qui dit sur la noblesse française, quant au premier état, alors pas le premier état, parce qu'il compte 2 états dans le tiers état, de la noblesse, il est trop mieux traité qu'en nul autre pays dont nous avons connaissance, car elle a premièrement plusieurs grandes prérogatives et prééminences sur les autres 2, c'est dans le français de l'époque, au moyen desquelles elle est toujours astreinte et affectionnée au prince, et prête à le servir en toutes affaires, et exposer les biens et les corps pour la défense, merci beaucoup, du royaume et pour le service du roi. La noblesse est celle qui fait la guerre. Oui, pardon ? Oui. Oui. C'est pas l'aristocratie qui a nommé les premiers rois de France ? Alors, ben justement, alors, je peux faire la parenthèse maintenant. Hugues Capet et le comte de Paris est élu par les nobles, les aristocrates qui l'entourent. Ce qui nous rappelle que la monarchie française est d'abord une monarchie élective, comme toutes les monarchies, et qu'elle va devenir héréditaire, ce qui n'est pas le cas au départ. Et ça fait partie notamment des luttes de pouvoir. Mais pour autant, même au moment où cette monarchie est héréditaire, et même au temps de l'absolutisme, l'aristocratie reste très puissante. Donc de Seyssel précise qu'elle est franche de toute gabelle, donc c'est-à-dire libre, donc elle ne paye pas les impôts, de toute gabelle, taille et imposition auxquelles les 2 autres États sont sujets. Alors les 2 autres, ils ne parlent pas de l'Église, ils parlent du peuple menu et de la portion haute du tiers État. Voilà, il continue comme ça. Et puis on a également Marino Cavalli, qui est ambassadeur vénitien, qui lui, en 1546, 30 ans après de Seyssel, dit à propos du roi de France, qu'il est le plus puissant de tous les monarques européens. Aussi les Français, qui se sentent peut-être peu faits pour se gouverner eux-mêmes, ont-ils entièrement remis leur liberté et leur volonté aux mains de leur roi. On ne parle pas de Robespierre au XVIIIe siècle. On parle d'un ambassadeur italien qui n'est pas un partisan de la démocratie. Il lui suffit, donc au roi, il lui suffit de dire « je veux telle ou telle somme, j'ordonne, je consens ». Bien que le roi ait dû réclamer, par exemple, dans certains cas, le consentement à l'impôt à travers les états généraux. Mais là aussi, la recherche nous permet de voir que
tout est question de rapport de force. Et l'exécution est aussi prompte que si c'était la nation entière qui eût décidé de son propre mouvement. La chose, on est au XVIe siècle, la chose est déjà allée si loin que quelques-uns des Français même, qui voient un peu plus clair que les autres, disent « Nos rois s'appelaient jadis reges francorum », c'est-à-dire « roi des hommes libres hein, », France est libre. À présent, on peut les appeler reges servorum. Je ne traduis pas servorum. On paye au roi tout ce qu'il demande, puis tout ce qui reste, et encore à sa merci. Là, nous sommes au milieu du XVIe siècle. Donc on est plus de 2 siècles avant l'absolutisme bourbonien. Non, parce qu'on m'a expliqué que l'Ancien Régime, c'était la démocratie. Je ferme la parenthèse. Alors, pour autant, les juristes de l'Ancien Régime, oui, il y a des juristes dans l'Ancien Régime, le droit existe avant la démocratie en France, ont effectivement pensé l'exercice du pouvoir. Et nous avons notamment Jean Bodin, qui est l'un des plus grands juristes de l'Ancien Régime, qui va théoriser ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, l'absolutisme royal. Et dans quel livre Jean Bodin théorise l'absolutisme royal? Les 6 livres de la République. Je me souviens ce que je disais au départ, est-ce que République c'est différent de monarchie? Est-ce que République c'est démocratie? Jean Bodin, théoricien de l'absolutisme royal en France, théorise les 6 livres de la République. Et donc, il explique dans les 6 livres de la République que la loi, en fait, peut être cassée par le roi, que la loi, que le prince est absous de la puissance des lois. Il explique pour autant qu'évidemment, et j'insiste même sur l'absolutisme bourbonien, le roi de France ne peut pas violer ce que l'on appelle les lois fondamentales du royaume. Par exemple, le royaume de France est inaliénable. Le roi de France n'a pas le droit de vendre une partie de son royaume. Donc voilà, Jean Bodin, il faut que les souverains ne soient aucunement sujets au commandement d'autrui et qu'ils puissent donner loi au sujet et casser ou anéantir les lois inutiles pour en faire d'autres. Ce que ne peut faire celui qui est sujet aux lois ou à ceux qui ont commandement sur lui. C'est pourquoi la loi dit que le prince est absous de la puissance des lois. Donc il développe les différents types de monarchie, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, je vais être un peu provocateur, la monarchie d'Ancien Régime est un état de droit. Oui, la légitimité du droit n'est pas la même que pour nous, mais il y a un exercice du droit. Il existe des parlements qui sont des cours souveraines de justice. Le parlement de Provence, par exemple, siégé dans cette bonne ville d'Aix, dans ce qui est aujourd'hui l'hôtel de ville. Il prend des décisions de justice, il a le pouvoir d'enregistrer ou de refuser les lois qui sont désirées par Sa Majesté. Et nous avons quelques exemples de rois qui rentrent dans le Parlement l'épée à la main. J'ai eu un échange avec Monsieur le Premier ministre il y a peu de temps. Monsieur le Premier ministre a une fascination pour Henri IV, qui fut un homme de rassemblement, qui a mis fin aux guerres de religion, et ce qui est exact. Hein, donc je me suis permis de rappeler à Monsieur le Premier ministre qu'Henri IV avait mis fin aux guerres de religion et rassemblé ses sujets en armure, monté sur un cheval, l'épée à la main. Je ferme la parenthèse. Donc, la monarchie d'Ancien Régime est un état de droit. Il existe un exercice du droit. Et je suis d'ailleurs surpris que l'on substitue depuis quelques années de plus en plus le principe de démocratie à celui d'état de droit. J'entends peu parler dans les médias de démocratie. J'entends beaucoup parler d'état de droit, par contre. J'avance. J'en ai pour 20 minutes encore. Ça va, vous tenez? Oui, pardon. Est-ce que c'est pas le Parlement qui a empêché Louis XVI d'appliquer des réformes du genre taxer la noblesse? Absolument. D'ailleurs, Louis XVI a commis une bêtise énorme, c'est que Louis XV avait renvoyé les parlements et Louis XVI a rappelé les parlements. Et Louis XVI, quelque part, est un peu à l'origine de la Révolution française. Alors, nous en arrivons au XVIIIe siècle, effectivement, je fais une ellipse, hein. Montesquieu, effectivement, a beaucoup questionné cette idée de la législation, de l'exercice du droit, et notamment avec son œuvre majeure de l'Esprit des lois, publiée en 1748.
définit les différents types de gouvernement, donc le tyrannique ou despotique, le monarchique et le républicain. Montesquieu distingue très nettement la république aristocratique et la république démocratique. La république peut être aristocratique ou démocratique. Il nous explique, lorsque dans la république, le peuple encore a la souveraine puissance, c'est une démocratie. Lorsque la souveraine puissance est entre les mains d'une partie du peuple, cela s'appelle une aristocratie. 3 points de suspension. Montesquieu est favorable à un régime parlementaire. Il est même favorable à une monarchie constitutionnelle. Et Montesquieu précise que l'Angleterre, qui est une monarchie au XVIIIe siècle, comme aujourd'hui d'ailleurs, il y a une parenthèse républicaine, mais elle est une monarchie. Montesquieu estime que la monarchie anglaise peut être considérée comme une république. On en revient à notre confusion. Il le justifie, c'est une nation où la république se cache sous la forme de la monarchie. Parce que le Parlement, élu par le peuple, a des représentants du peuple qui partagent l'exercice du pouvoir avec le roi. Le roi détenant le pouvoir exécutif, le Parlement le pouvoir législatif. Donc, c'est dans les faits, pour lui, une monarchie, une république, pardon. Je précise que pour Montesquieu, le principe cardinal en république, c'est la vertu. Et Montesquieu précise la vertu au sens romain du terme, et non au sens chrétien. Je le précise parce qu'on entend parfois, il paraît qu'il est philosophe, Michel Onfray expliquer à la télévision que c'est la vertu chrétienne, et on a du coup, là j'ai tapé à gauche donc je vais taper à droite, Éric Zemmour qui nous explique que Robespierre, qui parle beaucoup de vertu, il est complètement imprégné de cet idéal chrétien. Non, rien à voir. C'est la vertu selon Montesquieu, c'est la vertu au sens romain du terme, et Montesquieu précise bien la vertu politique. Et il explique qu'il préconise la vertu, c'est-à-dire, comment est-ce qu'il définit la vertu? L'amour de la patrie. Je cite Montesquieu, la vertu, c'est l'amour de la patrie, c'est-à-dire l'amour de l'égalité. Ah, c'est pas une notion d'extrême droite. La vertu est donc un renoncement à soi-même, qui est une chose très pénible, nous dit Montesquieu, et cet amour de la patrie, donc la patrie c'est la terre des hommes libres, c'est-à-dire ceux qui votent souverainement la loi, donc qui commandent l'exercice du pouvoir et qui s'y soumettent. Le citoyen est à la fois le monarque et le sujet. Le monarque puisqu'il vote la loi, le sujet puisqu'il se soumet à la loi qu'il a votée. Et donc c'est en cela que l'amour des lois et de la patrie est une préférence continuelle de l'intérêt public au sien propre. Pour autant, Montesquieu, favorable à ce régime parlementaire, ne défend pas la démocratie. Montesquieu n'est pas favorable à la démocratie. Il écrit, toujours dans l'esprit des lois, le grand avantage des représentants, c'est qu'ils sont capables de discuter les affaires de l'État. Le peuple n'y est point du tout propre, c'est-à-dire pas capable. Il est soumis aux travaux manuels, il n'a pas été dans les collèges, il n'a pas la formation classique en philosophie, en politique, en droit. Donc il n'est pas du tout propre, ce qui forme un des grands inconvénients de la démocratie. Il y avait un grand vice dans la plupart des anciennes républiques. Hop, Montesquieu nous permet de boucler avec le début de notre rencontre. C'est que le peuple avait droit d'y prendre des résolutions actives et qui demandent quelque exécution, chose dont il est entièrement incapable. Il, le peuple, ne doit entrer dans ce gouvernement que pour choisir ses représentants, c'est ce que nous faisons, ce qui est très à sa portée. Car s'il y a peu de gens qui connaissent le degré précis de la capacité des hommes, chacun est pourtant capable de savoir, en général, si celui qu'il choisit est plus éclairé que la plupart des autres. Je rappelle que nous avons élu quelqu'un qui a dit qu'il n'existait pas de culture française. Pardon, j'ai dit qu'il fallait rester factuel. C'est factuel, Marc. Alors ça c'est le point de vue de Montesquieu, mais Voltaire va dire avec d'autres mots la même chose, là où Rousseau, au contraire, promeut la souveraineté nationale, qui est en fait l'exercice de la volonté générale, et où Diderot va lui préconiser l'instruction de la nation, l'instruction de masse, en nous disant « Instruire une nation, c'est la civiliser ». Diderot, à Catherine II de Russie. Instruire une nation, c'est la civiliser,
y éteindre les connaissances, c'est la ramener à l'état primitif de barbarie. Diderot devait être d'extrême droite. Je ferme la parenthèse. Alors, j'en arrive à notre dernier point, c'est la Révolution française. Fort de tout ce qu'on a dit sur la République, monarchie ou non, la Révolution française est-elle une continuité ou une rupture? Alors, je me dois de préciser que l'objectif initial de la Révolution française n'était pas de mettre fin à la monarchie, mais à la monarchie absolue, ce qui n'est pas la même chose, et à la féodalité. Et à quelques exceptions près, je pense notamment aux gens qui fréquentent le Club des Cordeliers, à quelqu'un comme Camille Desmoulins, l'homme du 12 juillet 1789, celui qui a appelé à prendre les armes. Il y a très peu de républicains dans la mouvance démocrate. Desmoulins est une exception. Au début de la Révolution, l'immense majorité des révolutionnaires sont des monarchiens favorables à Louis XVI. Et je précise ce que j'ai dit aux militants de l'Action française, ils n'ont pas aimé, la monarchie française s'est sabordée elle-même. Alors je vais vous faire une citation, on va faire un petit jeu, vous me dites qui a pu écrire ça. C'est dans un... Non, si je vous dis... je vous fais la citation. Dans un grand État, la multiplicité des affaires exige l'expédition la plus prompte, donc la plus rapide. Le soin de sa propre défense exige aussi la plus grande célérité dans l'exécution des ordres. La forme du gouvernement doit donc être monarchique. C'est la seule qui convienne à la France. Qui a écrit ça? Robespierre. Non. 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 Jean-Paul Marat. Jean-Paul Marat, qui a voté la mort du roi. Marat écrit dans son projet de déclaration des droits de l'homme et du citoyen, suivi d'un plan de constitution juste, sage et libre, à l'automne 1789, que la seule forme de gouvernement qui convienne à la France est la monarchie. Et il va plus loin. Elle, la France, elle l'a reçue du concours fortuit des événements, mais l'étendue du royaume, sa position et la multiplicité de ses rapports, la nécessitent, la monarchie. Et il faudrait s'y tenir par tant de raisons puissantes, c'est-à-dire même si le caractère de ces peuples permettrait un autre choix. De ces peuples. On ne parle pas du peuple français, mais des peuples français. C'est la Révolution française qui a fait le peuple français et la nation française. Donc Marat défend la monarchie comme le seul système adapté à la France, et il écrit en note de bas de page que Montesquieu, défavorable à la démocratie voulue par Marat, que Montesquieu est le plus grand homme qu'ait produit le siècle. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Non, je vous le dirai après, ça. Je vous en donne un autre. Robespierre, par exemple, est longtemps favorable à la monarchie. Bon, Robespierre était constituant. Robespierre va dire, celui qui dit qu'un homme a le droit de s'opposer à la loi dit que la volonté d'un seul est au-dessus de la volonté de tous. Il dit que la nation n'est rien et qu'un seul homme est tout. C'est un avocat qui parle. Constituant, pas républicain au départ. D'ailleurs, le 17 juillet 1791, quand les très modérés Bailly, maire de Paris, et Lafayette font massacrer les républicains qui se sont réunis sur le Champ de Mars, Robespierre n'est pas présent sur le Champ de Mars. Les Jacobins, dont un certain Alexis Corbière nous a dit qu'ils étaient aux origines de la République, retirent de leur pétition le 16 juillet 1791 l'idée de substituer à la monarchie la République. Non, on va substituer éventuellement au roi en place, qui a fui pour rejoindre l'ennemi, qui a été arrêté à Varennes, tous les moyens constitutionnels. Je rappelle qu'on est en train d'établir une constitution monarchique, parlementaire, mais monarchique. Donc Robespierre n'est pas présent à ce moment-là, avec les cordeliers et les sans-culottes parisiens qui, effectivement, eux, demandent la destitution de Louis XVI et l'établissement de la République. Tous les démocrates, en fait, oui, j'ai bien rangé Robespierre et Marat du côté des démocrates, n'étaient pas, on va se disputer,
n'étaient pas républicains et tous les républicains n'étaient pas démocrates. On a du côté des démocrates des gens effectivement comme Robespierre qui se disent on peut contrôler l'exercice du pouvoir avec un roi, on pourrait peut-être plus difficilement le contrôler avec une république aristocratique. Il existe des républicains de la première heure, j'ai parlé de Camille Desmoulins, mais il y en a d'autres. Bonaparte, c'est un des premiers républicains. Brissot, Clavière, qui sont les premiers Girondins, mais qui sont attachés à un projet plus conservateur, c'est-à-dire une république qui serait tenue par ce que nous appellerions nous aujourd'hui une élite sociale, des gens qui ont déjà de l'instruction. Louis XVI est présenté au début de la Révolution comme restaurateur des libertés. Alors comment est-ce que le restaurateur des libertés est-il devenu le cochon, le tyran qui a fait couler le sang des Français? Je cite des sources, là je cite une source aixoise. Comment est-ce que des monarchiens, comme Marat ou Robespierre, sont-ils devenus des farouches républicains ayant voté la mort du roi? Alors je vais prendre un exemple local. Nous sommes le 1er février 1792 à Aix, qui ne s'appelle pas encore, en Provence. Une société populaire qui s'appelle les Antipolitiques, qui est tenue par des agriculteurs et des artisans, écrit à Macron, à Louis XVI en personne. Lapsus. Libre sous la protection des lois, nous, agriculteurs, sans les sueurs desquelles il n'existerait ni industrie, ni commerce, ni société, et par conséquent ni princes et rois. C'est pas du Karl Marx, hein. C'est les Antipolitiques d'Aix. Nous adhérons de tout notre cœur et de toute notre âme à l'adresse que tes concitoyens de Caen ont écrite. Là, il y a des Jacobins à Caen qui ont écrit à l'Assemblée nationale et au roi pour lui demander de retirer ses vétos et de voter selon la volonté du peuple. Nous t'invitons, nous te conjurons s'il le faut, à n'écouter que ta raison et la voix de ta conscience. Éloigne pour jamais d'auprès de toi ces hommes dégradés par les sentiments les plus avilis et qui achetaient par les bassesses les plus révoltantes le droit de nous opprimer. Règne, nous sommes en 1792, je parle de révolutionnaires radicaux, ceux dont on a dit qu'ils étaient des buveurs de sang. Ils écrivent à Louis XVI en 1792, règne, mais règne par la loi et pour ton attachement pour celles qui seront décrétées. C'est le seul moyen de te concilier pour jamais l'amour des Français. Quelques mois plus tard, 2 d'entre eux participaient à la prise des Tuileries et au renversement de la monarchie. Donc j'en arrive à la fin. Hein. La République, en fait, s'est imposée à l'été 92 parce qu'elle était devenue inéluctable et que les alternatives n'étaient plus possibles. Parmi les alternatives, un certain Brunswick, celui qui a expliqué si vous touchez un cheveu de la reine et du roi, Paris sera rasé. Et donc là, du coup, les gens, bon, on ne comprend pas, on est en train de leur dire qu'on va les égorger et raser leur ville, et ils craquent et du coup, ils deviennent violents. La violence, elle est bonne dans un sens et elle est mauvaise dans l'autre. Je ne justifie pas les massacres de septembre. Alors, je vous propose d'en parler pendant le débat. Donc, la République s'impose discrètement. Le 21 septembre, on abolit la royauté. Le 22, discrètement, on décrète que désormais, l'on signerait les documents officiels en 1 de la République française. Et le 25 septembre, on décrète que cette République est une et indivisible. L'Assemblée nationale, qui s'appelle à ce moment-là la Convention, en référence à la Révolution américaine, Convention, est divisée en 3. Il y a le centre, qu'on appelle la plaine, ou, de manière péjorative, le marais, qui détient la majorité des sièges. Et cette première assemblée républicaine a une droite, qu'on va appeler la Gironde, ou les Girondins. Oui, les Girondins sont des républicains de droite. Et une gauche, qu'on appelle la montagne. Les montagnards ne siègent pas en haut, ils siègent à gauche. Ils ne sont pas du tout divisés sur centralisation, décentralisation du pouvoir.
La division entre la Gironde et la montagne repose essentiellement sur la question sociale et la question de la participation du peuple à l'exercice du pouvoir. Les Girondins sont favorables, alors ce ne sont pas des partis, et il faudrait mettre des nuances parfois, mais disons que de manière générale, les Girondins sont favorables à la liberté absolue de commerce. C'est ce qu'on appelle, aujourd'hui, on les appellerait des conservateurs libéraux. Je précise que les Girondins étaient jacobins. Non, parce qu'il y a un philosophe qui nous dit « moi je suis Girondin, je ne suis pas jacobin ». Les Girondins ont été le courant dominant des Jacobins jusqu'à l'automne 92, moment où ils ont été exclus des Jacobins parce qu'ils refusaient les mesures sociales et démocratiques exigées par le peuple. Les montagnards, eux, ne sont pas des communistes, mais ils entendent limiter la liberté de commerce à ce qu'on appelle alors le droit à l'existence. Et Brissot, qui est le chef de file des Girondins, d'ailleurs on les appelle à ce moment-là les Brissotins, à l'automne 92, alors qu'il vient d'être exclu des Jacobins, lance un appel à tous les républicains de France dans lequel il explique que dans la Convention, des gens veulent niveler, c'est-à-dire rabaisser, même les talents, les connaissances, les vertus, et qu'est-ce qu'il leur reproche de vouloir niveler les propriétés, l'aisance et le prix des denrées. Rendez-vous compte, c'est la disette, les gens meurent de faim et on veut limiter le prix du pain. C'est scandaleux. Voilà. Et puis il poursuit. Non, je le précise parce que Michel Onfray nous explique que les Girondins voulaient que le peuple participe au pouvoir, la démocratie locale. Écoutez ce que dit le chef de ville des Girondins. Rendez-vous compte, en face, ils veulent que... je me suis perdu, je vous prie de m'excuser, que l'ouvrier du camp reçoive l'indemnité du législateur. C'est très populaire, ça. Ils veulent que l'ouvrier du camp reçoive la même indemnité que le législateur. Donc l'opposition, elle se joue là-dessus. Ceux qui défendent une république qui se voudrait plus sociale et qui représentent à ce moment-là le côté gauche, ont bien compris ce changement de régime. Les antipolitiques d'Aix, par exemple, le 27 septembre 1792, date l'an 4e de la liberté, le premier étant en 1789, et on a pris soin d'ajouter le premier de l'égalité. 27 septembre 1792, nous sommes l'an 4 de la liberté, le moment où la Révolution commence, le premier de l'égalité. La République, c'est l'égalité. Alors je précise, pour continuer, que la République n'est pas forcément la démocratie, qu'elle n'est pas forcément sociale, c'est que les amis de Michel Onfray, qui sont favorables à l'exercice populaire du pouvoir, la démocratie locale, etc., donc les Girondins font voter le 8 décembre 1792 la peine de mort, parce qu'il paraît qu'ils étaient contre la violence, la peine de mort contre ceux qui, dans les départements, s'opposeraient à la libre circulation des grains. Ceux qui voudraient que l'on limitât le prix du blé alors que les prix explosent, eh bien on va voter la peine de mort contre eux. J'ai essayé de solliciter Michel Onfray, il ne m'a jamais répondu. Je ferme la parenthèse. C'est factuel, décret de la Convention. Après, on a le droit d'être d'accord avec ça. Moi, je ne dis pas qu'il faut défendre la République sociale. On a le droit de dire non, la République, c'est d'abord un système libéral. On a tout à fait le droit de défendre ça. Mais par contre, il faut l'assumer. Alors, on a des historiens, comme Michel Vauvel, qui parlent des sections de Marseille. Je n'ai pas le temps de développer ce que sont les sections, en disant que ce sont des circonscriptions administratives qui vont s'autonomiser politiquement, qui vont être investies par des notables ou des bourgeois. Et Michel Vauvel est décrit comme une oligarchie mercantile. Ah, Michel Vauvel, historien communiste. D'accord, il y a un biais. Ok, alors que nous disent les antipolitiques d'Aix, des acteurs de l'époque? Le 5 mai 1793, ils écrivent à leur société affiliée que l'énergie des sociétés populaires avait terrassé, je cite, la classe privilégiée des nobles et qu'elle avait établi la République sur les bases sacrées de l'égalité et de la liberté. Ils ajoutent qu'elles avaient mis en garde contre, qu'elles mettaient maintenant en garde contre, je cite toujours, une classe plus dangereuse que la noblesse. Je cite toujours, cette classe est celle des capitalistes. Ce n'est pas du Karl Marx, nous sommes en 1793. Et ce sont des gens qui sont des commerçants, ce ne sont pas des proto-communistes. Ils ne disent pas qu'il faut interdire la liberté de commercer. D'ailleurs, ils se sont mobilisés pour que la mairie d'Aix
permis à un boulanger de pratiquer la liberté des prix parce qu'il pratiquait des prix raisonnables. Alors que dans le même temps, ils ont lutté contre les accapareurs ou les boulangers qui faisaient vendre un pain de mauvaise qualité cher aux gens qui payaient en monnaie papier et le pain pas cher aux gens qui avaient la monnaie métal et qui avaient les moyens d'eux. Donc on ne parle pas de gens qui sont des proto-communistes. Donc cette idée, elle est quand même bien établie. Isnard, ministre girondin du Var, qui dit le 25 mai 1793 à la Convention: si la moindre atteinte est portée à la propriété dans Paris, j'ai essayé d'écrire à Michel Onfray, si la moindre atteinte est portée à la propriété dans Paris, nous demanderons à la province d'intervenir militairement. D'où l'image de les Girondins, c'est la démocratie locale. Paris sera rasé. Paris sera rasé. Et dans quelques années, le voyageur des bords de Seine se demandera s'il n'y a jamais existé une ville là. Donc, ça explique que les Girondins aient été renversés par une insurrection populaire le 2 juin 1993. C'est le moment où les montagnards vont effectivement prendre le pouvoir, mais les Girondins ne se sont jamais... Je n'ai pas développé ça parce qu'on n'a pas le temps, ce ne serait pas l'objet, ils ne se sont jamais battus pour la décentralisation. Le projet même de constitution girondin, qui est présenté à l'Assemblée par Condorcet, est un projet très centralisateur. Donc présenter les Girondins comme des tenants de la décentralisation, c'est un mythe, mais c'est une falsification historique. Il n'existe pas non plus un prétendu centralisme jacobin. Il a même existé un fédéralisme jacobin. Les Jacobins étaient farouchement opposés à l'idée d'une centralisation du pouvoir, parce que pour eux, centraliser le pouvoir, c'était revenir à l'ancien régime. C'était la monarchie, en fait. Alors, je ne vais pas vous développer là, puisqu'il faut conclure la question de la Constitution de 1793, qui promeut notamment l'égalité, qui fait de l'égalité, la propriété aussi, mais de l'égalité à un droit naturel et le premier des droits naturels, qu'elle précise évidemment qu'on ne peut être détenu que si l'on a enfreint la loi, mais que celui qui ne se rend pas alors qu'il est arrêté se rend coupable par la résistance. Il faudrait le dire à ceux à gauche aujourd'hui qui prennent peut-être un peu hâtivement la défense de gens qui a priori ne sont pas des petits anges partis trop tôt. Pardon, je m'égare. Évidemment, cette constitution, elle préconise le droit à l'insurrection, qui est même présenté comme un droit sacré. Elle défend la liberté de culte, la liberté de culte ne pouvant être interdite, mais étant pensée comme s'exerçant dans les lieux de culte. Pas dans la rue, pas à l'école. Ça nous amène en guise de pré-conclusion à la question de la laïcité. Elle fait de l'instruction le besoin de tous, les secours publics un devoir de l'État. Et j'ai glissé sur la question laïque. Vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui vont vous dire nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses, point. Article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 89. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses, point. Non. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses, virgule, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Ça a été oublié par la gauche. Alors, est-ce qu'il existe une laïcité à la française ? Et je finis là-dessus. Alors, la laïcité, c'est un processus de sécularisation, et c'est un processus de sécularisation radical. Et il y a une laïcisation de la nation, et pas des seules institutions de l'État en France. Je ne vais pas revenir sur ce long processus qui, en 1789, en fait, commence avec les débuts de la Révolution, qui établit la constitution civile du clergé, à laquelle a participé l'archevêque d'Aix, Boisgelin, qui était député à la Constituante, avant de finalement partir, notamment au moment où on a exigé le serment civique de loyauté à la Constitution, exigé
des prêtres, des ecclésiastiques. Je rappelle que le délit de blasphème a été aboli en France de fait, hein, par l'article 10 que j'ai cité. Non, parce qu'on nous a expliqué qu'on pouvait faire des procès quand on insultait la religion. Mais il me semblait que le chevalier de la Barre s'est torturé pour injure à la religion, c'était avant la Révolution, et que depuis, on avait estimé qu'il n'y avait plus de crimes imaginaires. Hein. Ça, c'est Le Pelletier, qui lutte contre les crimes imaginaires à l'Assemblée nationale. Et je rappelle aussi, parce que parfois on a l'impression qu'avant l'arrivée de l'islam en France, il n'y avait pas d'autre culte que le christianisme catholique. On a oublié qu'en France, le judaïsme a eu une existence séculaire. Et qu'a priori, l'histoire entre juifs et chrétiens n'est pas une histoire de concorde universelle et d'amour passionnel, qu'il y a eu des persécutions juives en Europe, que les juifs ont été chassés d'Espagne, notamment par la très catholique Catherine II, qu'ils ont été persécutés même en France, et que la Révolution française a estimé avant la République que le citoyen passait avant le croyant. Et on a cette déclaration du comte de Clermont-Tonnerre en décembre 89, quelques jours avant Noël, c'est intéressant. Il faut tout refuser aux Juifs comme nation, il faut tout accorder aux Juifs comme individus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à avoir en France d'un État juif ou d'une communauté juive qui aurait des droits spécifiques. Par contre, on reconnaît aux Juifs, comme d'ailleurs aux protestants, les mêmes droits que tous les autres citoyens. Et la citoyenneté va leur être accordée, alors certes en 2 temps, très facilement, notamment dans le sud-ouest, plus difficilement dans le Grand Est, parce que les communautés juives étaient moins assimilées. Les révolutionnaires devaient être d'extrême droite. Absolument. Mais cette égalité de droits est reconnue et accordée, ce qui explique la relation très charnelle que les Juifs à travers le monde vont avoir avec la France. Et que les Français de confession juive ont encore aujourd'hui avec la France. Et je dis que je restais factuel, je ne vais pas trop aller sur le terrain politique, ce qui explique, disons, le grand émoi de beaucoup de Français de confession juive aujourd'hui, quand on voit les positions à contre-courant de son histoire, d'une gauche et d'une extrême gauche, qui a toujours été, on pense notamment à, toujours, non j'exagère, parce qu'il existe un antisémitisme historique de gauche depuis le 19e siècle, mais on a beaucoup de gens à gauche, comme Clémenceau notamment, ou pendant la Révolution, et Clermont-Tonnerre n'était pas un homme du côté gauche, à la pointe de la lutte contre l'antisémitisme. Bon, ben il paraît que une affiche qui reprend toute l'iconographie des nazis, pas simplement antisémites, hein, nazis, dans les années 30, on ne sait pas ce que c'est, on ne connaît pas. Je vous prie de m'excuser, j'avais dit que je devais rester le plus factuel possible. Donc on avance effectivement vers ces éléments-là, et c'est vrai que la République va aller plus loin dans le processus de sécularisation, notamment en votant les lois sur le mariage civil, les lois des 20-25 septembre 1792, qui était déjà une promesse de la Constitution de 91, des lois qui vont d'ailleurs être reprises ensuite par le consul Bonaparte. La loi de 92 interdit au clergé de s'opposer au mariage civil ou de procéder à un mariage civil, à un mariage religieux avant le mariage civil. Et ce que le consulat de Bonaparte va garantir. Je précise que l'on explique que seule la volonté des époux fait la substance du mariage et que l'opposition au mariage est réduite au seul dont le consentement est requis. Ma fiancée est à côté. Elle m'a dit oui. Nous nous marions le 12 juillet. C'était pas prévu comme ça, mais... Petit clin d'œil. Je vous prie de m'excuser. Donc, l'opposition réduite au seul dont le consentement est requis. Le mariage est fondé sur la nature, sur la raison, sur la justice.
Le divorce est surveillant et le modérateur du mariage. Je rappelle que la Révolution française décrète en 1792 le divorce par consentement mutuel sur simple allégation d'incompatibilité d'humeur ou de caractère. Et des historiennes comme Dominique Godineau ont démontré que le divorce, il faudra l'expliquer à Éric Zemmour, a très largement profité aux femmes. La femme récupère sa dot. Pardon ? La femme récupère sa dot. C'est important de le préciser. Parce que Zemmour, elle ne se retrouve pas sans rien, et on nous dit souvent que la Révolution a ramené les femmes à la maison. Les femmes n'ont pas le droit de vote pendant la Révolution. C'est encore un autre sujet, et on pourra en débattre, mais les femmes participent à l'exercice politique pendant toute la Révolution, même au moment où on ferme les clubs de femmes. Et cette laïcisation va porter Cambon, un député du côté gauche, a demandé le 13 novembre 1792 la suppression du budget des cultes. On retire du budget de l'État le financement des cultes. Refusé à ce moment-là. On estime que c'est trop tôt. Mais cette laïcisation avance à tel point que le combat contre les prêtres réfractaires, ceux qui refusent la constitution civile du clergé, merci beaucoup Mathilde, se poursuit, et en octobre 93, on adopte le projet de Fabre-d'Églantine d'un calendrier républicain. Toutes les références chrétiennes sont supprimées. Et même sous le consulat de Bonaparte, on conserve ce calendrier. Il n'est supprimé que tardivement. Donc c'est un calendrier qui est laïque. Et l'historienne Léris met en avant le fait que c'est une idéologie agricole et rurale qui est mise en avant. Et évidemment, il va y avoir une déchristianisation brutale et violente, mais qui ne vient pas de nulle part. Cette déchristianisation brutale et violente est une réaction au mouvement ultra-catholique, disons, le terme ultra est un peu connoté dans le temps, mais qui refuse la révolution, et la religion étant le ciment de la contre-révolution, avec des actes violents, des actes d'opposition politique violents, va forcément entraîner dans le mouvement populaire, et j'insiste, dans le mouvement populaire, des réactions violentes. Je le précise parce que là encore, les conventionnels, les députés, se sont opposés à la déchristianisation. Et la déchristianisation, elle est arrêtée presque par la loi, en tout cas par la parole, le 21 novembre 1793, par Robespierre. Je le précise parce qu'on nous explique, notamment très à droite, que Robespierre est un vilain déchristianisateur. Pendant longtemps, à gauche, à l'extrême gauche, on a dit que Robespierre, c'était l'incarnation du parti prêtre, qui avait sauvé le culte catholique en France. C'est un peu exagéré, mais c'est pas complètement dénué de fondement. Pour autant, je te prie de m'excuser, même Robespierre, grand défenseur de la liberté de culte, a déclaré dans son rapport du Comité de salut public en mai 1994 que la liberté des cultes soit respectée pour le triomphe même de la raison, mais qu'elle ne trouble point l'ordre public et qu'elle ne devienne un moyen de conspiration. C'est intéressant. Il ajoute: si la malveillance se cachait sous ce prétexte, celui de la liberté de culte, réprimez-la. Saint-Just, dans ses fragments sur les institutions républicaines, explique que les temples publics sont ouverts à tous les cultes. Je rappelle que pendant la Révolution, les prêtres et les évêques sont élus par les citoyens, comme les juges d'ailleurs, qui n'ont pas le droit d'interpréter la loi. Les juges n'ont pas le droit d'interpréter la loi. Et s'ils ne sont pas d'accord avec un fonctionnement, ils doivent en faire part au législateur. Parce que sinon, c'est le gouvernement des juges. Ça s'appelle l'Ancien Régime. C'est la contre-révolution. Je ferme la parenthèse. Donc même Saint-Just qui précise: tous les cultes sont également permis et protégés, tous les temples sont ouverts à tous les cultes. Mais les rites extérieurs sont interdits. C'est pas un homme de droite, hein, c'est un homme de la gauche de l'Assemblée.
pas de manifestation à l'extérieur. La proposition de Cambon de suppression du budget des cultes, elle est finalement adoptée à la fin de l'été 1994 par la première loi de séparation des églises et de l'État en France, non pas le 9 décembre 1905, mais le 21 février 1795. Cette loi précise « Nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses. » Je ne répète pas, c'est bon. Aucune proclamation ni convocation publique ne peut être faite pour y, au lieu de culte, inviter les citoyens. Et dans le même temps, on souligne, aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public. Et dans le même temps, on précise que le culte ne peut être interdit et qu'on ne peut pas interdire un culte dans l'espace de culte. Alors, pour autant, le culte réfractaire va être toléré en même temps. Donc on vote une loi, mais on ne se donne pas les moyens de la faire appliquer. Donc les tensions religieuses persistent, ce qui explique effectivement que Bonaparte pacifie effectivement les tensions religieuses avec le Concordat, qui abroge de fait cette première loi de séparation. Et ce qu'il faut comprendre, et j'en arrive à ma conclusion, c'est que cette idée républicaine, comme distincte du modèle monarchique et comme étant laïque, va évidemment inspirer tous les républicains au XIXe siècle, qu'ils soient républicains, merci Marc, libéraux ou disons sociaux. Et on va penser que ce combat laïque est un socle, peut-être même la clé de voûte de l'édifice républicain, alors même que le XIXe siècle est celui des régimes politiques d'inspiration monarchique. Il y a deux restaurations monarchiques. Il y a l'Empire, qui est une forme monarchique de l'exercice républicain. Il y a, je le précise, la conquête du Maghreb et notamment de l'Algérie, qui est décidée non pas par la République, mais par Charles X. C'est toujours bien de le rappeler. Et donc, il y a des tensions entre ces deux France, une France, disons, catholique, attachée à la royauté, une France républicaine laïque. Et il y a un point d'orgue dans ce duel en 1850, à l'Assemblée nationale, entre le comte Alfred de Falloux, ministre de l'Instruction publique, et le grand Victor Hugo, récemment converti au républicanisme. Falloux dit « Dieu dans l'éducation, le pape à la tête de l'Église, l'Église à la tête de la civilisation ». Même Bonaparte, qui a rendu à l'Église une existence, disons, légale, qui a permis à l'Église d'avoir une autorité légitime, bien que soumise à l'autorité de l'État, n'aurait jamais permis ça. Et Hugo lui répond « L'État n'est pas et ne peut pas être autre chose que laïque. » Et il dit « Je veux l'Église chez elle, l'État chez lui. » Victor Hugo perd. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour avoir la réalisation de cette laïcité, le programme laïque chez les communards qui demande une école gratuite, laïque, obligatoire, la séparation des églises et de l'État. Ce qu'on demande chez les républicains libéraux, comme Gambetta ou Ferry, j'insiste, ce sont des gens qui demandent un régime libéral, pas une république sociale. Ça a commencé par l'école, parce que ce qu'on entend, c'est laïciser la nation, pas simplement les institutions de l'État, la nation. Buisson, Ferdinand Buisson, le fondateur de la Ligue des droits de l'homme, que dirait-il? Quelle perdition! Buisson écrit dans son dictionnaire de pédagogie « Mais la sécularisation n'est pas complète qu'en sur chacun de ses pouvoirs, et sur tout l'ensemble de la vie publique et privée. Le clergé conserve un droit d'immixtion, de surveillance, de contrôle et de veto. » Il ramène l'idée de l'État laïque et de la nation laïcisée neutre à la Révolution française en précisant que cet État est indépendant de tous les clergés,
de tous les, il ne dit pas des catholiques, de tous les clergés, dégagés de toute conception théologique. Comme j'ai appris que maintenant en histoire et en sciences de la vie et de la terre, il fallait éviter d'aborder des sujets qui peuvent fâcher les élèves de confession musulmane, je me dis que on pourrait revenir aux fondamentaux. Et il revendique une spécificité française en expliquant que malgré le respect des traditions invoquées, les hypocrisies masquées sous le nom de respect des traditions, rien n'a pu empêcher la société française, pas l'État en France, la société française de devenir à tout prendre la plus séculière, la plus laïque de l'Europe. C'est un homme de gauche qui dit ça. Je précise parce que quand je discute aujourd'hui à gauche, on me dit non, mais c'est l'État qui est laïque. Je travaille beaucoup sur le sujet, j'ai jamais vu ces conceptions-là. Bon, après, pourquoi pas. Et effectivement, l'esprit de la loi de 1905, c'est une loi de combat qui promeut la liberté de conscience, point, qui garantit la liberté de conscience, point, qui protège la liberté de culte. Pas qui assimile la liberté de conscience à la liberté de culte. Je précise que la liberté de croire ou de ne pas croire, c'est parce qu'on nous explique à gauche, à droite et au centre que la laïcité, c'est la liberté de croire et de ne pas croire. Pendant le 19e siècle, en France, il n'y a pas de laïcité et on ne court pas après les athées dans les rues en leur disant « vous êtes obligés de croire ». Il n'y a pas la laïcité en France et les gens sont libres de croire ou de ne pas croire. Oui, l'Église garde un vrai pouvoir dans l'école, mais on ne persécute pas les gens qui ne croient pas. L'Angleterre n'est pas une nation laïque, l'Allemagne n'est pas une nation laïque. Il ne me semble pas que les Allemands ou les Anglais, même les Italiens, qui vivent dans un pays très catholique, participent à des chasses aux athées. Donc, non, la laïcité, ce n'est pas simplement la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est la liberté de conscience, point. La liberté de culte, point. Ce sont deux choses distinctes. Et je rappelle que pour ceux qui nous expliquent que la loi de 1905 est une loi de liberté, oui, c'est une loi qui mentionne le mot interdit 5 fois. 5 fois. Par exemple, interdiction des signes religieux dans les édifices publics. La question des crèches dans les mairies a été tranchée en 1905. Et je précise aussi que, contrairement à ce que dit notamment M. Zemmour, oui, on peut tout à fait condamner des propos qui sont des violations de la loi, même s'ils sont tenus dans le cadre du lieu de culte. C'est pas moi qui le dis. C'est l'article 35 de la loi de 1905. Si un discours prononcé, j'ai bien dit un discours prononcé, ou un écrit affiché ou distribué publiquement, dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois. Une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres. Le ministre du culte, donc celui qui anime le culte, qui s'en sera rendu coupable, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, sans préjudice, c'est-à-dire sans compter des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. J'ai l'impression que c'est clair. Donc quand on vous explique qu'on ne peut pas, non, on ne veut pas. Ah oui, mais cet imam, Hussein ou autre, il l'a dit quand c'était dans la mosquée. Bah oui, très bien. Article 35. Voilà. Net, précis. On parle bien de guerre civile, parce que ce sera mon mot de fin. Il ne faut pas oublier que l'enjeu est ici. C'est pas le vivre ensemble, des expressions creuses, faire nation. Non, c'est être une nation et comprendre que nous sommes un pays historique de guerre de religion. L'enjeu, il est là. Et que le miracle français, hop, ça c'est un mot religieux, c'est d'avoir réussi à établir une paix civile et une unité politique sans passer par la religion. C'est inédit dans le monde. Inédit dans le monde. Donc l'enjeu, c'est ça. Et c'est en ça que la laïcité était la clé de voûte
est le ciment du républicanisme français et quel fut le ciment de la gauche. Pas que de la gauche, hein, mais notamment de la gauche. Ce n'est pas la question sociale qui était le ciment de la gauche. Les socialistes et les communistes n'ont pas défendu exactement la même chose sur la question sociale. Demandez à des gens de gauche ce qu'ils pensent de Clémenceau. Question de grève. Pourtant, Clémenceau, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière à l'extrême gauche et qui a été jugé comme étant un homme du centre droit, alors qu'il n'a jamais changé d'idée. Ce qu'il a défendu au début, il a défendu à la fin. Donc, le républicanisme, vous l'avez compris, c'est une notion complexe, j'ai largement dépassé le temps, c'est un terme polysémique, mais qui est caractérisé, quelle que soit sa définition, par un exercice collégial du pouvoir. C'est un exercice exigence qui, si on le veut démocratique, nécessite l'instruction massive et qui repose sur la vertu. En France, jusque dans les années 70-80, me semble-t-il, la distinction au final entre la gauche et la droite, c'était pas tellement pour ou contre la laïcité, même s'il a toujours existé une droite contre-révolutionnaire et catholique, mais une distinction sur la place du peuple, la question sociale, la question de la représentativité, la gestion de l'économie, le mandat impératif ou non, voilà, autant de sujets qui nous permettent de nous disputer tout en étant libérés de Dieu, que l'on pensât qu'il exista ou non. La République est-elle toujours une réalité en ces temps que je pensais être une post-démocratie? Je vous remercie et vous prie de m'excuser pour avoir largement débordé